à notre émission La pensée et les hommes. Nous allons aujourd'hui évoquer un sujet social et moral assez grave, assez sérieux. Il nous est inspiré par une étude publiée en décembre 2006 par la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente. Je vous retrouve dans un moment après notre générique. L'étude que j'évoquais il y a un instant s'intitule très précisément « Enfants dans les centres fermés pour illégaux, projet d'amélioration des conditions d'existence ». Cette étude a deux auteurs, Valérie Zilberberg et Patrick Hulebroek. Elle a été accompagnée scientifiquement par Paul Dupont, professeur de pédagogie honoraire à l'université de Montseno. Et j'ai invité aujourd'hui l'un des auteurs en la personne de Patrick Hulebroek. Vous êtes directeur de la Ligue de l'enseignement et vous avez très très largement participé avec Valérie Zilberberg à la rédaction de cette étude. Et vous, Paul Dupont, vous en avez été un petit peu le protecteur, le concepteur scientifique, en tout cas le spécialiste de pédagogie qui a accompagné les deux auteurs. Ma première question sera évidemment pour vous, Patrick Hulebroek. Votre étude comporte en réalité deux parties. Elle examine un petit peu la situation des enfants dans les centres fermés et puis elle prononce un certain nombre, elle présente un certain nombre de suggestions, de propositions. Et je vous propose de nous décrire d'abord la situation, qu'est-ce qui existe du point de vue légal, qu'est-ce qui se fait dans la réalité du quotidien. Et je dirais presque, les gens s'interrogent comment est-ce possible que des enfants soient, même si leurs parents résident en Belgique illégalement, comment des enfants soient amenés à partager le sort très cruel qui est fait aux illégaux, aux sans-papiers, comme on dit. Alors la situation juridique aujourd'hui, quelle est-elle ? Écoutez, la situation sur un plan juridique, elle est en fait très, très compliquée, très complexe. D'abord parce que les textes de loi qui font référence ou les textes administratifs qui sont concernés par cette matière sont compliqués. Vraiment, les procédures sont lourdes, mais d'autre part également parce que la situation individuelle des enfants peut vraiment varier beaucoup. Il faut vous rendre compte que des enfants qui se retrouvent dans les centres fermés peuvent s'y trouver pour des raisons différentes. Ils peuvent avoir été arrêtés avec leurs parents sur nos frontières. Ils peuvent Donc une des situations possibles et fréquentes, on arrête des personnes qui entrent illégalement en Belgique. Si elles sont accompagnées d'enfants, les enfants sont gardés avec les parents et donc mis en détention ou dans des centres spéciaux avec les parents. Oui, les familles peuvent également se trouver arrêtées au moment d'une visite à l'Office des étrangers dans le cadre de la procédure. Ça n'est pas rare que on les arrête au centre même Bien sûr, ça peut arriver. Et puis tout simplement, ça peut être le résultat d'un contrôle de police qui se passe en rue. Ce qui est très spécial, c'est qu'on va donc avoir parfois des enfants, je dirais, qui sont à peine arrivés sur le territoire national. Oui, qui ont à peine posé le pied, en quelque sorte, dans un aéroport ou dans une gare. Oui. Si l'on veut, mais dans d'autres cas, nous aurons affaire à des enfants qui sont en Belgique depuis parfois plusieurs années et donc qui finalement ont connu une vie très comparable à celle des autres enfants, c'est-à-dire une inscription à l'école, une participation aux cours, un cadre de vie quotidien qui brusquement en fait se voit interrompu par une décision administrative ou de police. Donc il y a, si je vous comprends bien, il y a dans nos écoles des enfants dont les parents se trouvent en situation illégale en Belgique. On ne considère pas cette situation dans les écoles. On y accueille les enfants, donc les directeurs d'école, les responsables pédagogiques ne sont pas tenus de, entre guillemets,
dénoncer des situations qui pourraient paraître sur le plan administratif comme anormales ou irrégulières. Donc ces enfants, vous dites, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, peuvent fréquenter l'école et puis au risque d'un contrôle de police, au risque d'une visite aux administrations pour les étrangers, les parents sont arrêtés, mis en centre fermé et accompagnés de leurs enfants. C'est assez cruel pour un enfant d'avoir participé à une vie scolaire pendant un certain nombre de mois, pendant un certain nombre d'années, d'être extrait de l'école et envoyé dans un centre fermé. C'est une situation très, très curieuse, ça, quand même. Si vous le permettez, j'ai entendu le terme détention. Oui. Et je crois qu'effectivement, c'est un terme qui convient très bien pour la situation de ces enfants-là, comme la situation de leurs parents, d'une certaine façon. Personnellement, quand je suis allé dans un centre fermé, j'en suis ressorti tout à fait perturbé. Perturbé de constater que, d'abord, pour y entrer, ce n'est pas très simple, il faut des autorisations, que pour rencontrer... Ça, c'est assez normal, hein, qu'on ne puisse pas se balader le dimanche après-midi dans les centres fermés pour combler le vide du week-end. Ça, je comprends un peu l'administration. Mais vous dites que vous avez été profondément troublé, ému par ce que vous avez vu et vécu. Bien sûr, parce qu'effectivement, c'est véritablement une prison. Vous avez des clôtures de 5 mètres de haut avant d'entrer sur les lieux d'air qui sont réservés finalement à ceux qui sont détenus. Vous devez passer par des sas de sécurité régulièrement et effectivement, on se demande, et je pense plus particulièrement aux enfants et aux adolescents, mais quels sont leurs horizons ? Pas d'horizon culturel, pas d'horizon intellectuel, pas d'horizon social. Mais je crois que sur ce point, il faut peut-être être précis. Donc, dès lors que les parents sont dirigés vers un centre fermé et que les enfants accompagnent les parents, ces enfants, même s'ils ont connu auparavant une formation scolaire dans une école primaire, dans un établissement secondaire, perdent ce bénéfice parce qu'on n'organise pas, j'imagine, d'enseignement au niveau des enfants dans les centres fermés. Est-ce qu'on organise un petit peu leurs loisirs? Est-ce qu'on les fait jouer au football? Enfin, est-ce qu'on leur apprend quelque chose par d'autres moyens que des moyens scolaires? Quelle est leur situation à cet égard-là, du point de vue culturel et aussi du point de vue de l'occupation de ces enfants? Parce qu'il faut bien qu'ils passent leur journée à faire quelque chose. Il faut réaliser que ce qui arrive à ces familles, c'est évidemment un événement très grave, puisqu'en fait, le but de ce type de détention, c'est l'expulsion des personnes qui sont arrivées en fin de procédure ou dont on considère qu'elles ne peuvent pas rester sur notre territoire. Donc, dans le cas des familles... Donc c'est un petit peu un sas. Le centre de détention ou le centre fermé est un petit peu un sas avant l'étape de l'expulsion du territoire national. Oui, c'est un sas, mais la complexité des procédures fait que le sas, parfois, tend à s'éterniser. Pourquoi est-ce qu'on ne simplifie pas les procédures? Ce serait le bénéfice de tout le monde, je veux dire de l'État qui a une mauvaise image, des personnes qui travaillent dans les centres fermés et pour qui ça doit être véritablement une charge et un travail très difficile à gérer, et puis pour les illégaux, pour les sans-papiers eux-mêmes. Pour vous donner quelques exemples, pour qu'une expulsion... Donnez-nous des exemples concrets pour qu'une expulsion bien comprendre. Pour qu'une expulsion puisse avoir lieu, il faut que le dossier soit en ordre sur le plan administratif. Ça signifie par exemple que les autorités diplomatiques du pays d'où la personne est censée provenir doivent compléter les documents de telle sorte qu'il y ait une sorte, si vous voulez, d'acceptation. Du retour au pays natal. Il y a d'autre part une convention, qui est la convention de Dublin, qui prévoit au niveau de l'espace européen que si une personne a d'abord, disons, atterri dans un autre pays européen, plutôt que d'organiser le rapatriement vers le pays d'origine, qui peut parfois être fort lointain, eh bien le premier déplacement, la première expulsion se fera en direction du pays européen dans lequel les personnes sont arrivées en premier lieu. Bien sûr. Et donc il y a aussi toute une série de circonstances où les personnes, les familles refusent l'expulsion. Elles le refusent, on ne peut pas forcer l'expulsion et donc les choses peuvent s'éterniser. On va retrouver ainsi des personnes qui peuvent rester plusieurs mois dans les centres fermés et puis parfois elles se trouvent également déplacées vers un autre centre fermé.
Au travers des témoignages que nous avons pu recueillir, il semble bien qu'environ 50% des personnes qui se retrouvent dans les centres fermés ne voient pas leur dossier aboutir finalement à une expulsion véritable. Il y a donc toutes sortes de cas où les personnes en question seront tout simplement reconduites, si je puis dire, à la porte du centre fermé, puisqu'en fait la procédure s'interrompt. Alors là, on les relâche et puis on ne se préoccupe plus du tout de leur sort. On leur dit, bon, ben allez, débrouillez-vous, en quelque sorte. En quelque sorte. Oui, disons que si on veut résumer ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, il y a une logique, disons, administrative et une logique carcérale. L'administration, Patrick vient de la mettre en évidence, c'est qu'effectivement, il y a toute une série de dossiers qui doivent transiter par différents services. Et la logique carcérale, c'est qu'effectivement, on n'a pas prévu, disons, d'animation dans les centres fermés, on n'a pas prévu d'éducation dans les centres fermés. Et que tous les besoins, me semble-t-il, qui sont nécessaires au développement harmonieux d'un enfant et d'un adolescent ne sont pas pris en compte. Vous avez dit tantôt qu'effectivement, c'était difficile pour les personnes qui travaillaient dans les centres fermés. Je comprends. Nous avons là, dans les centres fermés, des mamans qui travaillent dans les centres fermés, des papas qui travaillent... Ces personnes en ont parlé récemment dans la presse. Voilà. On dit combien leur travail était extrêmement éprouvant, extrêmement difficile, et on comprend, évidemment. Oui. Et alors, ces ce qu'on constate, c'est que la logique administrative, elle prend le pas sur la logique éducative, bien évidemment. Bien sûr. Et ces personnes, ces illégaux, comme on dit, ou ces sans-papiers, ils sont quand même conseillés. Les dossiers qui sont présentés devant l'administration des étrangers sont quand même présentés par des avocats, j'imagine. Il y a des juristes qui aident, ou des associations qui aident ces personnes, et qui pourraient peut-être faire en sorte que le dossier aille plus vite et que les personnes soient détenues ou retenues en centre fermé moins longtemps, que ce soit une épreuve moins lourde à porter pour les adultes, mais surtout pour les enfants dont nous parlions. Bien sûr. Ce qu'on constate, c'est que quand même, lorsque des problèmes se posent pour les sans-papiers, on constate qu'effectivement, le temps qui est mis pour résoudre les problèmes sont loin d'être rapides. Oui, vous l'évaluez à quelle moyenne ce temps? Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 1 an? Quel est le temps moyen pour voir se résoudre la situation administrative d'une personne qui réside illégalement en Belgique? Eh bien, c'est très difficile de vous répondre parce que tout dépend d'abord de savoir si vous parlez de personnes qui sont dans des centres fermés. Donc là, on peut dire que ça peut durer plusieurs mois, mais ça peut durer plusieurs années puisque les personnes ne sont pas automatiquement en détention. Il faut se rendre compte que les personnes sont détenues à partir du moment où on considère qu'elles sont arrivées en quelque sorte entre guillemets, en bout de procédure. En bout de course, c'est une sorte de sas. Ça n'est pas toujours le cas, mais enfin, en principe, c'est ce qui devrait se passer. Les lieux où sont détenues les familles ne sont donc pas des lieux de vie, ce ne sont pas des espaces qui ont été conçus pour cela. Ça veut dire quoi? Essayons de nous représenter un peu les choses. Qu'est-ce que c'est un centre fermé? C'est un bâtiment, c'est un ensemble de bâtiments avec des ailes. Comment se présentent les ailes? Ce sont des couloirs. Le long des couloirs, vous avez des chambres, mais ce sont des chambres comme vous pourriez en trouver, disons, dans des prisons. Donc, Donc ce sont des chambres relativement exiguës pour recevoir une famille. Oui, les agents de sécurité doivent en permanence vérifier ce qui se passe derrière les portes fermées, les fenêtres elles-mêmes. On ne peut pas vraiment les ouvrir. Il y a 1 ou 2 pièces qui servent davantage aux activités collectives. Mais pour m'en tenir simplement à cet exemple, ça veut dire que la sphère de la vie privée n'est pas vraiment préservée dans un tel univers. Et d'autre part, il y a des grilles, il y a des portes cadenassées, il y a toutes sortes de passages très étroits, en tout cas de hauts grillages à l'extérieur qui empêchent non seulement l'extérieur d'aller à l'intérieur, mais surtout l'intérieur d'aller vers l'extérieur. Oui, et donc dans les centres fermés, on assiste vraiment à ce que j'appellerais une matérialisation de la détention. Et cela débouche évidemment sur un sentiment des enfants de perte de sens. C'est-à-dire que pour les enfants,
leur présence dans le centre fermé n'a vraiment pas de signification. Les enfants petits ne parviennent pas intellectuellement à comprendre ce qui leur arrive. Ils voient qu'ils ont été retirés souvent assez rapidement, assez brutalement de leur milieu de vie habituel, et ils se posent vraiment des questions. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Ils ne peuvent pas comprendre non plus pourquoi ce qui était important quelques jours auparavant, à savoir le fait d'aller à l'école, d'être soigneux, d'avoir son cartable, tout d'un coup débouche sur cette espèce de sas très, très curieux où un cartable, manifestement, n'a plus beaucoup de signification. Et avec l'absence des pédagogues, avec l'absence des instituteurs, des professeurs qui peuvent dispenser des formations. Tiens, je pense à une question subsidiaire. Nous savons qu'il y a dans les prisons des conseillers moraux, des conseillers religieux, etc., qui aident les détenus à vivre leur situation. Est-ce qu'il y a des conseillers moraux laïcs, par exemple, ou des conseillers religieux dans les centres fermés, qui peuvent apporter une aide psychologique aux personnes qui sont retenues là? Il y a finalement assez peu de visiteurs, en fait, pour toutes sortes de raisons. Il faut bien se rendre compte que ce milieu est également très, très particulier, puisque vous allez y trouver beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures, beaucoup de convictions religieuses et philosophiques différentes, mais également, c'est un vrai bain linguistique, un centre fermé. Donc ça ne facilite pas, bien sûr, les choses. Il faut réaliser également que les familles sont dans une situation de crise, donc on y trouve des personnes qui, sur un plan psychologique, vivent des moments très, très difficiles, des moments de dépression, donc des moments où les parents, pour toutes sortes de raisons, ne se lèvent pas le matin pour s'occuper des enfants. Et ce que je voudrais ajouter, parce que je ne voudrais pas donner une fausse impression, c'est que les travailleurs, les fonctionnaires que nous avons rencontrés et qui s'occupaient directement des enfants ne sont pas du tout insensibles à la situation des enfants. Je pense qu'on peut dire véritablement qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent peu de choses parce qu'eux-mêmes sont fort chargés. Et ils ne sont pas très nombreux, a-t-on entendu dire. Ils sont très, très peu, un nombre minimum. Ils sont très peu nombreux et ils ne sont jamais, chargés uniquement de l'encadrement des enfants. Donc à tout moment, un éducateur, une éducatrice qui est censée s'occuper d'un groupe d'enfants peut être appelé pour accompagner une famille qui a à rencontrer un avocat. Enfin, ce sont des situations qui finalement sont assez courantes. Et donc la prise en charge des enfants est elle-même très délicate et ça ne laisse pas indifférents, bien sûr, les fonctionnaires des centres. Oui, Paul Dupont, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je voudrais appuyer ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, lors d'entretiens qu'on a pu avoir avec ce qu'on pourrait appeler les éducateurs, puisque dans le fond, qui n'en sont pas, bien évidemment, on sent très bien qu'ils sont très concernés par la situation de ces enfants-là et qu'ils voudraient faire davantage. Mais effectivement, il n'y a pas de moyens qui sont mis à leur disposition. Peut-être que leur formation est davantage administrative, carcérale, que pédagogique, bien évidemment. Or, je crois que si on y réfléchit bien, les enfants ont besoin, comme les adolescents d'ailleurs, ont besoin de balises. Les balises n'existent plus. La balise familiale, elle est un peu perdue. La balise, disons, de l'éducation, elle est abandonnée. Et il y a comme ça toute une série d'éléments qui font qu'effectivement, on pourrait peut-être dire que, peut-être d'une manière que je ne voudrais pas agressive, mais que les centres fermés sont destructeurs de la personnalité des enfants parce qu'ils ne parviennent pas à s'épanouir, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, on a un peu fait le constat des choses, et c'est un constat extrêmement douloureux, vous nous l'avez dit. Quelles sont maintenant les solutions que vous préconisez, et en particulier que préconise la Ligue de l'enseignement, dont vous êtes le porte-parole, Patrick Hulbrook? Tout dépend de savoir si on considère le problème sur le long terme ou à très court terme. Je pense qu'il faut voir les deux. Il faut probablement combiner les deux aspects. Si on observe le phénomène avec une perspective à long terme, soyons clairs et sans ambiguïté, c'est l'ensemble du système qui doit être réformé. Du système de la situation actuelle, des personnes qui résident illégalement en Belgique, qui sont arrêtées, etc., qu'il faut revoir. Donc c'est la loi qu'il faut revoir et les procédures administratives. Probablement la loi, les procédures, mais pour ce qui concerne les centres fermés eux-mêmes, c'est l'organisation, c'est la conception même des centres fermés qui doit être revue. Pour le dire d'une image, si actuellement
On trouve dans les centres fermés une proportion de 9 agents de sécurité pour un éducateur. Je ne suis même pas sûr qu'on n'arrive jamais vraiment à cette proportion-là. Eh bien, convenons qu'il faudrait renverser cette proportion. Il faudrait repenser complètement l'accueil des enfants dans les centres fermés en s'inspirant des besoins fondamentaux des enfants. Il faut repenser l'organisation à partir de cette question des besoins des enfants. Cela suppose évidemment une réforme complète. C'est un changement complet de la situation qu'il faudrait induire, et on peut l'imaginer. Ça peut prendre du temps, puisque c'est presque l'architecture elle-même des centres qui devrait, à certains égards, être complètement modifiée. Il faut alors probablement également envisager des solutions à très court terme, et c'est un peu le sens du message que nous avons voulu délivrer. Nous avons voulu dire, c'est évident pour nous, les centres fermés, ce n'est pas la place des enfants. Mais pour le moment, ils y sont. Oui. Et en attendant une évolution de la loi, en attendant une évolution de l'administration de ces dossiers, on ne peut pas trop attendre non plus, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des enfants avec leurs familles dans les centres fermés. Donc il faut essayer de trouver également des mesures qui, très rapidement, peuvent se concrétiser. Et selon nous, elles ne pourront se concrétiser que si le personnel des centres fermés est très étroitement associé à la mise en œuvre de ces réformes. Il faut repenser le projet et il faut construire les choses pas à pas, c'est-à-dire en apportant pas à pas des améliorations concrètes à la vie des enfants. Et j'aimerais ajouter que toute amélioration qui pourrait être apportée, même microscopique, sera toujours un bien pour les enfants. Il ne faudrait pas évidemment considérer qu'une petite amélioration concrète permettrait de légitimer l'ensemble du système. Ce serait, je crois, faire fausse route. Je pense qu'il faut être plus courageux dans le traitement du problème, et il y a certainement beaucoup de choses à faire. Mais on ne peut pas imaginer que l'on va séparer les parents de leurs enfants. Ça, c'est pas une solution imaginable. Est-ce que politiquement, il est imaginable de dire, ne nous préoccupons plus de cela, que les personnes qui arrivent en Belgique voient leur situation régularisée? On entend parler de la régularisation des sans-papiers. C'est une solution, une possibilité, mais est-ce que c'est politiquement faisable, possible? On sent bien dans la vie sociale d'aujourd'hui que toutes les formations politiques ne souscriraient pas à une telle proposition. Alors, est-ce que dans le concret et dans le direct, on ne pourrait pas imaginer que les centres fermés recrutent dans l'immédiat un certain nombre d'instituteurs, de professeurs, d'éducateurs, construisent des salles de sport, enfin des endroits où les enfants puissent être repris ensemble, malgré leur diversité, vous y avez fait allusion tout à l'heure, malgré leur diversité linguistique, parfois. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ça dans un futur extrêmement proche? Parce qu'au fond, ça ne coûterait peut-être pas beaucoup d'argent, et l'effet serait extrêmement bénéfique, extrêmement positif sur les populations qui sont là, mais surtout sur les enfants de ces personnes qui sont retenues dans les centres fermés. Effectivement, ça a été d'ailleurs, je crois, notre approche. L'idée que nous défendons, c'est l'idée d'un projet institutionnel qui situe à la base même du projet la question des besoins des enfants. Et pour être très concret, très pragmatique, nous avons proposé en fait d'apporter des activités concrètes aux enfants. Et ces activités concrètes... C'est un peu la question implicite là, que je posais, parce qu'on s'imagine bien que le directeur d'un centre, il a toute l'administration à gérer, les repas, les bâtiments, etc., et que lui doit faire avec l'argent qu'il reçoit. Alors je me dis, au fond, est-ce qu'il n'y a pas des associations extérieures, et par exemple la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, qui pourraient déléguer, avec bien entendu l'autorisation des autorités administratives et des directions des centres fermés, qui pourraient déléguer là des pédagogues, des animateurs pour les jeunes. Est-ce que c'est une solution envisageable, cela? Ou bien est-ce que c'est un rêve fou que je présente devant vous? Disons que les rêves sont importants dans des situations comme celle-là, puisqu'il faut aider à concrétiser finalement son rêve, d'une certaine façon. Mais je crois qu'effectivement, on peut imaginer beaucoup de choses, notamment de déléguer que des associations délèguent effectivement des pédagogues ou des éducateurs. On peut imaginer que le centre fermé recrute, comme on l'a signalé tantôt,
davantage d'éducateurs que davantage de surveillants, puisque c'est le cas. Il y a beaucoup plus de surveillants que d'éducateurs. On pourrait imaginer que peut-être des activités parascolaires puissent se dérouler avec l'apport d'animateurs extérieurs. Je crois aussi que ce serait peut-être important d'associer l'ensemble du personnel aux initiatives qui seraient prises. Parce qu'effectivement, quand on entend les personnes qui travaillent dans ces centres, leur logique est toujours une logique administrative. Et que la logique ils sont tenus à donc, respecter les devoirs de l'administration. On ne peut pas leur faire grief de respecter leurs devoirs. Tout à fait, bien évidemment. Mais si on veut effectivement progressivement changer des choses, à mon avis, il faut les associer à la transformation et au changement. Pour que le changement n'arrive pas comme ça, comme quelque chose qui est imposé et pour lequel il n'aurait pas été préparé. Et que dès lors, je pense que c'est essentiel, quoi. Ma dernière question, on voit qu'on fait en télévision, en radio, de grandes promotions pour des tas d'idées, par exemple pour des défenses de certaines maladies, la lutte contre certaines maladies, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une journée de promotion pour les enfants dans les centres fermés ? Je pense qu'actuellement, la tendance serait plutôt de vouloir cacher l'existence des enfants dans les centres fermés. Je dirais donc qu'effectivement, toute manifestation, toute forme d'expression qui en fait permettrait de mettre en lumière ce qui se passe, ce qu'est le sort des enfants, est quelque chose qu'on doit considérer comme très sain dans une démocratie. Eh bien, nous avons tenté, grâce à vous, Patrick Leboeuf, grâce à vous, Paul Dupont, nous avons tenté de le faire aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes auteur avec Valérie Zimmerberg d'un document important, impressionnant, intitulé « Enfants dans les centres fermés pour illégaux, projet d'amélioration des conditions d'existence ». C'est un dossier publié par la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.